La première consiste à accepter une condition difficile, plus dure que celle dans laquelle il se trouvait dans le pays natal. Faiblesse de revenus, travail marginal, ponctué de périodes de chômage, absence de logement, sauf dans les quelques cas rares où ils sont hébergés à titre provisoire par des parents, mais presque tous finiront par être chassés après quelques mois. Habitat donc de fortune, dans les jardins publics, sous les ponts, dans les carcasses des voitures, alimentation déficiente, malpropreté, épreuve considérée comme provisoire qu'il faudrait bien consentir des sacrifices, disent-ils, pour atteindre les objectifs. La seconde stratégie consiste à limiter au maximum les déplacements, éviter autant que possible les espaces publics où il y a souvent un contrôle de police comme les gares, les stades, les foires, etc. Ici, il n'y a pas de repère fixe, tout est temporaire. La localité, le quartier, le logement, le travail. Une seule chose est relativement fixe, stable, l'espoir d'une potentialité de régularisation. La majorité de ces immigrés luttent contre le doute déstabilisant en développant ce qu'on appelle en psychologie un biais de complaisance, c'est-à-dire le traitement de l'information selon ses propres désirs, comme le fait d'être attentif aux événements qui les réconfortent dans leurs croyances, telle la régularisation de quelques cas, souvent pour des motifs précis, et fermer les yeux sur les événements qui contredisent leur histoire, comme l'expulsion de certains de leurs amis ou de leurs connaissances. L'allusion positive permet de faire face à l'adversité et fait naître cet espoir. Les événements finiront par prendre une tournure positive. Pense-t-il, auto-manipulation qui n'est pas spécifique à l'immigré irrégulier, mais on la retrouve chez la majorité des personnes en difficulté comme mécanisme de défense contre la mise en question du sens d'une situation. Certains auteurs, comme Wayne Stein, signalent que même l'optimisme irréaliste favorise l'adaptation. La relation à l'incertitude, c'est-à-dire l'imprévisibilité du futur, comme disait Camilleri, en parlant du management des entreprises, est à la fois source de chagrin, d'ennui et d'espérance. L'acceptation de l'incertitude fait naître chez la majorité des immigrés réguliers tunisiens un fatalisme reposant. Ne pas trop se casser la tête face à l'avenir. C'est la notion de maktoub qui est avancée lorsqu'on leur demande qu'est-ce qu'ils pensent de leur situation future. Seul le maktoub dira un immigré si je reste ici ou si je rentre un pays, en répondant à un journaliste français. Ayoub, un autre Tunisien, dira si je reste ici ou si je rentre, seul le maktoub, c'est ça. Un autre Tunisien dans la même situation, s'appelle Ayoub, dit « Nous ne savons pas quel sera notre destin dans les jours à venir ». Malgré les précautions que peuvent aller jusqu'au refus, certains refusent même de déposer une demande de régularisation auprès de la préfecture pour ne pas être repérés. Certains immigrés irréguliers sont arrêtés souvent pour un motif banal ou par hasard. Risquage dans un moyen de transport, rafle, bagarre dans laquelle ils ne sont pas directement impliqués. Ils entament une nouvelle étape de leur aventure. Ce que j'appelle la temporalité déprimante. Avant l'expulsion, les immigrés irréguliers sont regroupés dans les CPR, les centres de permanence pour le rapatriement. Il y a actuellement en France 25 centres avec une capacité d'accueil de 20 000 personnes environ, mais le gouvernement français est en train de les étendre pour atteindre 3 000 places. À l'instar du gouvernement français, le gouvernement italien actuel de Giorgia Meloni prévoit à la fois l'extension de la capacité d'hébergement des 9 centres actuels et la création de nouveaux établissements de même vocation dans d'autres villes italiennes. En 2008, les Tunisiens représentaient 65% des détenus des CPR italiens.
Ce qui fait dire à certains Tunisiens hébergés dans ce centre, ce sont les Tunisiens qui sont les plus expulsés d'Italie. J'ai des références, si vous voulez, par la suite je donne les références, parce que je ne suis pas obligé chaque fois de dire. Donc, il y a des références dans le texte. Donc, je ne cite pas ça dans ma propre tête. Donc, c'est des sources italiennes ou des sources tunisiennes sur place. Il y a rarement un immigré irrégulier qui coopère dans la coopération de son expulsion. D'où le recours policier à des mesures violentes et traumatisantes, surtout en Italie. Coups, ligotage, bâillonnement, administration de calmants contre la volonté de la personne concernée. Les réactions dépressives dans les CPR sont fréquentes, d'où le recours aux psychotropes, essentiellement les anxiolytiques et les antidépresseurs, comme par exemple Tavor, Zoloft, etc. D'après certains témoignages, ces médicaments ne sont pas administrés par les agents médicaux, mais par le personnel administratif, comme l'affirme Soukoumi dans un CPR. Donc, je cite la référence. Il me le demande à moi, simple opérateur de l'administration, j'ai refusé. Je ne suis ni médecin, ni infirmier. Les réactions engendrées par l'arrestation en vue d'une expulsion sont toujours graves. Nous savons que les réactions à la frustration peuvent être dirigées contre soi, auto-agression, ou contre les autres, hétéro-agression. Ce qui conduit un psychologue qui s'appelle Rosenzweig, appelle ces réactions les réactions intro-punitives et les réactions extra-punitives. Il y a des immigrés qui sont décidément, pas nécessairement des Tunisiens, à la suite d'une overdose de nitadine. Un immigré tunisien expulsé d'Italie affirme: j'ai assisté à une tentative de suicide d'un jeune Tunisien qui s'est aspergé un gel désinfectant et a tenté de se suicider. Si certaines tentatives échouent, d'autres réussissent. En 2011, un immigré tunisien s'est suicidé dans un centre de rétention en Italie. Un autre exemple est celui d'un autre Tunisien en situation régulière à Noisy-le-Sec, en France, qui trouva la mort le 18 janvier 2007 en se jetant du 8e étage après avoir été menotté par la police. Les exemples d'agressions sont nombreux, mais cela ne veut pas dire que tout acte d'expulsion est suivi d'une agression contre soi-même. Souvent, les réactions agressives sont dirigées contre les autres et plus particulièrement les responsables. En 2009, après avoir appris l'imminence de leur expulsion suite à un accord entre le gouvernement tunisien et italien, des immigrés tunisiens irréguliers enfermés dans un centre de rétention à Lampedusa ont incendié leur foyer, causant des dégâts matériels importants et des dégâts corporels. 60 résidents ont été victimes de brûlures de gravité variable. Lorsque l'agression physique n'est pas possible, l'agression verbale prend sa place, comme les injures lancées contre le consul de Tunisie à Palerme, qui vint à l'aéroport de cette ville consoler ses compatriotes expulsés. C'est, je cite l'FTDS, Fonds tunisien de droits économiques et sociaux, qui donne cette information, page 55 dans le document. L'arrivée enthousiaste en Europe s'oppose à l'abattement du retour, excluant toute envie de vivre. En voici quelques exemples. Comme le témoignage de Ferid de Sfax pour ses camarades conduits dans l'avion, ils se mettent tous à pleurer. Ayman de Lydia parle de Itoufuma Rossa. J'ai senti, dit-il, que tous mes rêves sont tombés dans l'eau, le travail, la rencontre avec mon ami et eux, l'argent. Wael de Sfax exprimait le même regout. Comme trajet pour arriver en Italie, j'ai fait 36 heures, c'est-à-dire 2 jours. Et ce que j'ai accepté en 7 mois en Europe passa devant mes yeux comme une flèche. Ajoutant, tous les passagers priaient Dieu pour que l'avion tombât dans l'eau. Tendance suicidaire contrastée à la volonté farouche de s'accrocher à la vie durant leur voyage périlleux de la Tunisie vers l'Italie. Le retour forcé au point de départ fait émerger la conscience d'une vie manquée. Donc, je parle maintenant de la dernière temporalité.
temporalité, j'ai appelé ça dans temporalité frustrante ou temporalité de l'échec, comme vous voulez. Avant le débarquement, à l'aéroport de Nfida Hamamel, la police demande aux immigrés expulsés de se scinder en deux. Ceux qui ont dû demeurer avec la justice et ceux qui n'en ont pas. Les premiers sont arrêtés, les seconds sont libérés après vérification du casier judiciaire. Il faut signaler dans ce contexte que 32,5% des immigrés irréguliers en Italie, dès les jours qui ont suivi la fuite de Ben Ali, étaient des détenus. Ironie du sort. Après le retour, la majorité de ces immigrés se cachent dans le foyer familial durant plusieurs jours, parfois plusieurs semaines, pour éviter le regard d'immigreurs, des voisins et des amis et les stigmates de l'échec. Vivre en cachette, aussi bien en Europe que dans son propre pays, est le sort de ces immigrés. Forcés d'y retourner les mains vides. Un mode de vie complètement différent des immigrés réguliers de retour au pays durant les vacances d'été, menant une vie sociale intense et donnant l'impression de réussite. Après un certain temps, quelques-uns se mettent au travail, mais il s'agit juste d'une activité d'appoint pour avoir l'argent de quoi acheter, l'argent de poche de quoi payer un café et acheter un paquet de cigarettes d'Iwa'el de Dave. Ainsi, ils s'enferment dans l'improductivité, qui amplifie leur sentiment d'utilité sociale. La confiance en soi a disparu au profit d'un sentiment de non-valeur. Comme par défi, la majorité de ces jeunes expriment leur volonté de refaire l'expérience. Donc, ce n'est pas vraiment... Donc, ils expliquent, 9 sur 10 expriment leur volonté de refaire l'expérience une fois l'argent ramassé. C'est pourquoi, ces derniers temps, beaucoup de Tunisiens en réalité sont des récidivistes. Qui sont arrêtés sont des récidivistes. Ils ont fait leur tentative il y a 4, 5, 6 fois. Donc, il ne s'agit point de résilience, mais de retraumatisation. Leur identité biologique est bien identifiée, donc ils seront refoulés. Donc, d'où la nécessité, ça, je termine mon exposé, d'où la nécessité de les aider à sortir de cet écueil pathogène. Donc, en conclusion, si l'on peut parler de bonnes et de mauvaises illusions, les immigrés irréguliers sont victimes de ces dernières. Lorsqu'on est prisonnier d'un schéma de pensée négatif, on tombe toujours dans la même erreur. C'est l'échec qui réussit, selon l'expression du psychiatre français Cotreau, ou le processus d'impuissance apprise, les Américains disent « learned helplessness ». Dans la psychologie positive a montré ses effets dévastateurs. C'est pourquoi ces jeunes déçus et malmenés ont besoin d'un soutien psychologique pour se libérer de cette pensée inadaptative. La réussite dans la vie dépend exclusivement de l'immigration. Ensuite, d'une assistance socio-professionnelle sous forme de recrutement ou d'une petite entreprise après une période de formation. Projet qui peut régénérer l'espoir perdu. Grâce à cette solidarité, ces immigrés expulsés finiront par comprendre que leur avenir ne se construise pas nécessairement à l'étranger, mais dans leur propre pays. Et je vous remercie.